Bonjour à tous et bienvenue. Je suis content de vous retrouver. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de live euh, sur le développement de jeux vidéo. Et en plus, vous voyez ma tête pour la première fois, sauf pour mes élèves, bien évidemment. Enfin, j'espère. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer euh, notre journée par une fantasy console. On va commencer un petit jeu avec Pico 8, donc c'est en Lua. Donc là, vous avez la page officielle euh, où vous pouvez. Alors, certes, c'est payant. Hein, il y a une version éducation gratuite en ligne que vous pouvez utiliser pour suivre le tuto, par exemple. Et sinon, franchement, c'est pas cher, hein, 15 dollars, 15 euros. Et vous allez voir que c'est très très bien. Alors on peut l'acheter directement sur le site ou sur itch.io, ici aussi. Voilà. Il y a d'autres fantasy consoles hein, qui existent. Globalement, si vous tapez fantasy console, vous allez en trouver d'autres. Il y en a tout un tas. Honnêtement, celle-là, c'est la première. Elle est vraiment très très bien. Elle fait l'essentiel du taf. Du même genre en Lua aussi. Il y a TIC 80 sinon. Très bien. Alors là, c'est la version payante sur itch.io, mais il y a la version gratuite sur le site du développeur ou sur GitHub, il me semble. Vous regardez la version gratuite. La différence, c'est que c'est au niveau de l'exportation, mais sinon, c'est pareil. Donc nous, on va se focaliser là-dessus. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une bibliothèque, l'API, qui permet de faire ces jeux est ultra basique. Donc là, je mettrai les liens dans la description. L'API est là et le cheat sheet est là. C'est-à-dire que la plupart des fonctionnalités sont représentées ici. Et tout, c'est un tout en un. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Ouais, normalement, oui. Là-dedans, vous avez à peu près tout et vous allez voir que c'est très très simple. C'est pas du Python, c'est du Lua, mais ça va vous apprendre des concepts qu'on pourra appliquer et vous comprendrez mieux Python après. Le but de commencer par Pico 8 maintenant, en fait, ce que j'ai en tête, c'est après d'aborder Pygame, Python et Pygame, la création de jeux vidéo, mais d'une manière professionnelle et pas comme dans mes premières vidéos où c'était vraiment une découverte, mais voir ce qu'on peut faire de professionnel avec Pygame, car c'est possible de faire un jeu indépendant pro, relativement pro avec Pygame, et il y a très peu de documentation là-dessus. Donc on peut faire plein de choses. Et Pico nous permet de tester un peu de manière beaucoup plus facile. Donc on commence par Pico et après il y aura une série plusieurs séries avec Pygame. Voilà. Donc, c'est parti. Donc ça, je vais le laisser en fond. L'API aussi, parce que j'en aurai besoin sans doute. J'ai pas trop d'idées de jeu, donc je vais lancer Pico. Voilà. C'est ce qu'on appelle une fantasy console. Hein. Fantasy console des années 80, hein, donc il n'y avait pas encore de PC. À proprement parler. Donc on avait ça. Première chose à faire, vous pouvez ouvrir le fichier en tapant folder. Donc là, j'avais déjà créé, parce que j'avais fait une première vidéo d'enregistrement, pas terrible. J'étais pas content du résultat. Donc en faisant folder, ça ouvre votre dossier. Là, je suis sous Mac, mais sous Windows, ça reviendrait au même. Et première chose qu'on va faire, on va créer un dossier. Donc c'est comme sous Windows, le shell, mkdir. Alors tout est en majuscule de base. En fait, c'est des minuscules, mais les majuscules, si vous faites des majuscules, vous allez avoir des symboles bizarres. Ça semble restrictif, mais en fait, on va voir que ça fait gagner beaucoup de temps. Pas de problème, on n'a pas à se casser la tête avec les majuscules, les minuscules. On peut créer très très vite. Donc là, on va créer un dossier. Je vais l'appeler live. mkdir live. Et vous allez voir que ça me le crée bien. Hein. Si je vais dans le dossier, live, il apparaît ici. Ensuite, je vais rentrer dedans. Si je fais ls, je vois le contenu de mon dossier folder. Donc moi, ce que je veux, c'est rentrer dans command directory, cd, je tape L, tab, live, je suis dedans. Et je vous conseille de faire ça. On va le sauvegarder. On va sauvegarder comme si c'était une cartouche
de Switch, de Nintendo DS, de n'importe quelle console. On va sauvegarder, donc on va l'appeler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sorte de mini hack and slash ultra basique, hein. Euh, ouais, ouais, on va faire ça. Donc je vais appeler hack and slash, comme ça. Voilà. Hop, save. Et vous voyez, si j'ouvre ici, ça a sauvegardé en format .p8, 835 octets pour l'instant, hein, c'est pas énorme. Mais on se demande bien pourquoi 835 octets vu qu'on n'a rien écrit. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est un fichier PNG, hein. Donc votre jeu, votre cartouche virtuelle de jeu sera intégrée dans une image PNG au format .p8, mais c'est du PNG, hein, vraiment. Alors maintenant que j'ai fait ça, si j'appuie sur la touche échappe ou escape sur Mac, hop, j'entre dans le cœur de ce qui fait la beauté de Pico. C'est-à-dire là, j'ai mon éditeur de texte, là, j'ai mon éditeur de sprite, un éditeur de map, d'effets sonores et de musique. Donc, la plupart du temps, on va coder là-dedans. Et après, on passera bien sûr au sprite et compagnie et compagnie. Bon, voilà. Vous remarquez en bas que le nombre de tokens est limité. Alors les tokens, c'est le nombre de variables. Ça peut être des variables, une affectation, une addition, une opération. Voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est les tokens. On peut faire 8192 opérations. Maximum de caractères, y compris les espaces. Et donc, on va en faire le moins possible. En tout cas, vers la fin, on va essayer d'optimiser. Au départ, on peut en faire. Mais vers la fin, on essaie d'optimiser. On ne peut écrire, et c'est ça qui est fun, que 65 535 caractères. Donc il va falloir faire des jeux intéressants avec ça, avec ces limitations. Pareil pour les sprites, de base, c'est du 8 par 8, du 8 par 8 pixels. Donc c'est pas beaucoup, mais ça suffit. Franchement, ça suffit. Ça suffit amplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, le premier. Alors moi je veux juste sélectionner celui-là, je peux ou non, il veut pas. Bon, je vais l'effacer comme ça, c'est pas grave. Voilà. Et je reviens dessus. Donc on a au total par page 64 sprites, hein. On commence celui-là, ne l'enlevez pas. Celui-là, ça veut dire que c'est un sprite vide. Si vous utilisez les maps, vous aurez besoin de ça, par exemple, si vous voulez du vide, si vous voulez qu'il y ait de la transparence. Donc, au cas où, nous, on n'en aura normalement pas besoin, mais on ne sait jamais. On le laisse et on verra à la fin. Donc, 64 sprites par page et à 4 pages. Donc, je vous laisse faire le calcul. Voilà. Et un nombre de couleurs très limité, puisque une palette de 16 couleurs, en fait, il y en a 32. Il y a une palette secrète, parce qu'on peut accéder à la mémoire, et ça, c'est plutôt cool, mais on le verra plus tard. Et voilà pour ça. Ensuite, il faut savoir que de base, la couleur, il n'y a pas de transparence. Vous voyez, c'est pas excusez-moi, je reprends le stylo. Ça n'a pas l'air transparent, ça. Il y a du noir. En fait, de base, Pico considère que le noir est transparent. Donc en fait, il n'y a pas 16 couleurs, mais que 15. Puisque de base, la transparence, c'est le noir. On peut la changer. Donc, imaginons que vous vouliez cette couleur-là, marron, vous ne souhaitiez pas l'utiliser, et vous voulez utiliser le noir, vous pouvez indiquer que celle-là sera la transparence. Voilà. Mais dans tous les cas, il faudra qu'une des 16 couleurs soit la transparence, si vous voulez de la transparence, bien évidemment. Alors, dernière chose, oui, pour les sons, c'est assez simple, hein, à utiliser, pas besoin d'être... donc, pour les effets spéciaux, voilà, là je fais une forme au pif, j'appuie sur espace, et j'ai mon son, je peux ralentir la vitesse, voilà, je peux changer le pitch, ça va me changer le type de son, en appuyant sur Shift, ça me change pour tous les carrés, sinon je peux les changer individuellement, mais honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, on a des sons différents, et vous voyez que là c'est le son numéro 0, et je peux bien sûr aller en faire pas mal, et pareil pour les musiques. Bon, si je veux tout réinitialiser à 0, en bas vous avez le volume, vous remettez tout,
hop, à 0, et voilà. Alors, assez de bavardage, on va commencer à programmer un... Donc, première chose à faire, il faut savoir qu'il y a plusieurs onglets qu'on peut utiliser, mais c'est une seule page, hein. C'est juste par souci de clarté, parce que si on devait tout coder sur une page, ça serait galère. On ne peut pas avoir plusieurs fichiers. Tout est dans un seul fichier. Donc les onglets, vous allez voir que ça va nous être très utile. En Lua, développement Lua, et on verra qu'avec Pygame, on essaiera de faire à peu près pareil. On va utiliser 3 fonctions. Alors, les fonctions en Lua, c'est pas comme en Python, on marquerait def. En Lua, c'est function. Et il y en a 3 obligatoires. Init, qui va se lancer une seule fois au démarrage de la cartouche du jeu, donc l'initialisation. En Lua, pour fermer un bloc de code, on fait end. Donc ça, c'est le premier bloc de code. Deuxième bloc qui va se lancer, si on ne fait rien de plus, 30 fois par seconde, update. Et si vous voulez le lancer 60 fois par seconde, ça sera update 60. Cherchez pas à faire autre chose, 120, etc. Ça ne marchera pas. Si ou update 60. On va rester en 30 fps pour le jeu que l'on va faire. Ça suffit. Et la dernière fonction, c'est la fonction d'affichage, draw, qui apparaîtra après la fonction update, hein, qui est calculée après le update, juste après, dans la même boucle, et 30 fois par seconde aussi. Donc d'abord le update, où on va faire les calculs, et ensuite l'affichage va être réinitialisé dans draw. Si vous mettez update 60, au lieu que pas besoin de mettre draw 60, draw s'adaptera, c'est-à-dire il tournera aussi 60 fois par seconde. Init ne se lance qu'une fois dans tous les cas. Donc dans le init, toutes les variables du jeu que l'on veut, on les mettra. On peut mettre des variables en dehors aussi, on verra que ça peut être utile. Et ensuite, on va commencer, hein, c'est le mieux. Comment lancer le jeu? Là, on va le faire. Deux façons de faire. Soit j'appuie sur échappe, je reviens là et je tape run. C'est pas super pratique. Alors là, il ne se passe rien. Le jeu est lancé, mais il ne se passe rien parce que forcément, il n'y a rien. Si vous avez un écran comme ça un peu chargé, vous faites CLS, ça veut dire clear screen, et ça efface tout, hein. Donc si je fais run, hop, ça lance, mais il ne se passe rien. Et moi, ce que j'utilise, c'est CTRL R quand je suis ici, plutôt. CTRL R, ça fait pareil, mais il n'y a rien. Alors, première chose, imaginons qu'on veuille afficher, ça je vais le fermer pour l'instant, comme ça on va voir le cheat sheet et les couleurs, le numéro des couleurs. Sinon, vous l'avez là, hein. C'est-à-dire, vous passez votre souris sur les couleurs et en bas à gauche, ici, là, vous voyez le numéro des couleurs. Moi, je préfère le faire avec ça. De côté, c'est plus simple. Ça, je peux le fermer maintenant. Donc imaginons que je fasse un clear screen. On verra qu'avec Pygame, c'est à peu près pareil. Et je vais choisir une couleur. 6 par exemple. On pourra changer, c'est peut-être un peu clair. 13, voilà, couleur 13. Donc je mets clear screen 13. CTRL S, je sauvegarde. Comme j'avais sauvegardé avant, ça me sauvegarde bien. Regardez en bas, hack and slash. CTRL R, et là vous voyez que j'ai bien un écran gris bleuté. Alors, j'ai appuyé 2 fois sur échappe. Maintenant, attention, hein, si vous appuyez sur échappe pour retourner, par exemple, pour, je sais pas, faire folder ou un truc comme ça, c'est un peu bizarre, hein, on est d'accord. C'est normal, c'est parce que n'oubliez pas que une fois que vous repassez dans le shell, si vous voulez plus avoir les couleurs, vous faites un clear screen, hein, et là vous pouvez faire un ls, faire un cd, etc., etc. Bon. Je reviens sur échappe. J'essaie de parler un peu plus vite que d'habitude pour aller à l'essentiel, hein. Voilà. Donc vous voyez aussi que ça, au niveau de la position des sprites, là c'est plutôt bien indiqué, là où j'ai ma souris. Pour l'écran, ça marche comme pour Pygame, hein. Donc c'est une résolution 128 par 128. De base, quand vous lancez Pico, c'est multiplié par 3, hein, mais c'est du 128 par 128 quoi qu'il arrive. Donc c'est un carré. Et tous les jeux seront en 128 pixels par 128 pixels. Bon, maintenant qu'on a fait ça, ça pourrait être sympa d'afficher quelque chose à l'écran et de le faire bouger peut-être. Donc, on va commencer. Je vais dans mes sprites.
Non, je vais pas commencer par la souris. Alors de base, vous voyez que quand je lance, hein, la souris n'est pas prise en charge. Ce qui est vraiment génial, c'est que comme c'est une fantasy console, et que là vous voyez qu'il y a une souris, je peux accéder à la mémoire de cette fantasy console à n'importe quel moment et bidouiller pour que les entrées clavier euh, et la souris soient prises en compte. Et ça, c'est plutôt cool. Et on le verra un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire un truc très très simple. Euh, alors, donc je vais sur mon premier. Ah, d'ailleurs, là, vous voyez, je l'ai effacé. Alors, si vous l'avez effacé, hein, no stress, hein, vous pouvez le refaire. De mémoire, il y a 4 comme ça. Un là, un là, un là et un là. Voilà. Donc celui-là, on ne touche pas. Et on commence donc au sprite numéro 1. Là, c'est marqué 1. Hein. Celui-là, c'est le sprite 0. 1. C'est des sprites de 8 par 8. Si jamais vous voulez faire des sprites de meilleure qualité, vous pouvez passer en 16 par 16, en 32 par 32 ou 64. Mais bon, forcément, vous allez être beaucoup plus limité en termes de nombre de sprites. Là, pour les besoins du tuto, on va faire un truc très très simple. J'ai d'ailleurs pas trop d'idées. On va faire peut-être un petit personnage assez carré. Alors, bien sûr, vous pouvez, là en cliquant, hein, vous avez différentes formes. Hein. Donc, imaginons que je décide de faire un carré comme ça. Je peux le remplir aussi. On va dire que la lumière vient de là. Hop. Et là, on va faire un personnage comme ça. C'est très moche. Je vais enlever une rangée parce que j'aimerais faire ses jambes. Est-ce que ça marcherait? Pour ses jambes. Voilà. Et une couleur plus claire. Pour les yeux, il est vraiment moche. C'est une horreur. C'est pas grave. Et si on le faisait orange? Oh, qui est beau. Voilà, c'est pas mal. Ça, et là, on va le faire jaune. Voilà, super. Ah, ça c'est un beau perso. On va juste faire une petite animation. Ah, on va lui faire une mèche. Tenez. Je me suis trompé. CTRL Z, hein, ça marche toujours. Hop, comme ça. Une petite mèche comme ça. Donc CTRL C, CTRL V, et on va l'animer un petit peu. Ce que je vais faire, pour l'animer, ça je vais pas le toucher. Ouais, je sais ce que je vais faire. Hop, on va prendre ça, et je vais le descendre avec la flèche d'un cran. Donc les principes de l'animation, squash and stretch. Hein. Hop. Donc, et donc forcément, la mèche, ça va être assez rigolo. On va la faire partir par là. Hop. Hop. Ça me fait rire. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas... Bon, on va le laisser comme ça. On va dire que c'est l'animation idle. On pourrait faire un... Ah, j'ai une idée. On va faire... Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire un effet de flou. Donc, pour montrer que... Pour donner une impression de vitesse un petit peu. Et là, je vais faire noir. Peut-être que ça serait mieux comme ça d'ailleurs. Ça serait rigolo. Ça te va. Hop. Là, je ne ferai pas ça. Non. Ah bon, après, hein, c'est à vous de voir aussi. Hein, il y a un truc qui me gêne là. Hein. On est d'accord, c'est moche. C'est pas... Voilà. En fait, le problème, c'est que celui-là, on va le faire comme ça. Non. On va le faire monter. Peut-être, tant pis. Voilà, c'est pas grave. On va faire ça. On va pas trop se prendre le chou non plus parce que je vais copier celui-là. Donc là, celui-là, il va redescendre.
et revenir comme ça. On va dire que c'est 1, 2. Ouais, bon, celui-là, je vais le mettre au milieu, tant pis. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. On est bon. Donc là, on a nos sprites, ça va de 1 à 4. On va essayer d'animer ça. Oui, ce que je vais faire au niveau des yeux aussi, je vais rajouter un... Donc vous allez voir l'effet que ça fait. Celles-là, elles iront très vite. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, on va, je vais prendre tout ça. Donc, en appuyant sur Shift et en faisant glisser, on peut accéder à plusieurs et CTRL V. Voilà. Donc celles-là, je vais les mettre en double. Et celle-là, je vais les mettre simples pour que le mouvement soit rapide. Et celle-là en double. Voilà. Donc ça fait 5 sprites d'animation, d'idle. On verra si c'est joli ou pas. Et c'est parti. Donc maintenant, on va créer notre joueur. Et plutôt que balancer directement, donc on va faire des indentations avec Tab, hein, comme sous Python. Je trouve que c'est toujours mieux. On va mettre aussi un commentaire sur cet onglet. Alors les commentaires en Lua, c'est 2 tirets. Je vais l'appeler main. Je vais créer un autre onglet. Et si vous ne mettez pas de commentaires, les onglets s'effacent s'il n'y a rien dedans. Celui-là, ça va être tout ce qui va être lié à l'update. Celui-là, ça va être tout ce qui va être lié au draw. Et le quatrième onglet, ça va être les outils de collision éventuelle qu'on pourra utiliser. J'aime bien faire ça. Et vous voyez que ça s'affiche, le nom des onglets maintenant, ce qui est plutôt cool. Donc, dans la fonction init, on va créer une classe, un objet. Alors, en Python, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, ici, dans cette version de l'UA ultra basique de Pico, et dans beaucoup de versions de moteurs de jeu en Lua, un objet, ça va être un dictionnaire. Donc on va créer un dictionnaire qu'on peut appeler player, égal, et on va mettre donc des accolades. Et là-dedans, je pourrais tout faire à la ligne, et d'ailleurs à la fin, sans doute qu'on le fera sur une seule ligne, parce que rappelez-vous, le nombre de caractères est limité, mais on a quand même la marge. Et quand on code, quand on est dans la réflexion, on s'en moque. Il vaut mieux que ce soit clair, donc les espaces, mettez-en, au contraire. C'est vraiment quand vous êtes à court de caractères que là vous allez faire attention. Mais tant que vous n'êtes pas à court, allez-y, hein, vous lâchez-vous. Donc, player, et là on va indiquer les clés essentielles. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir le joueur? Sans doute une position en X qu'on peut déterminer. X égale. Alors, en Python, ça serait 2 points hein, pour indico, avec clé et valeur. Là, c'est des égales, mais ça revient exactement au même sinon, à ce niveau-là. Sauf qu'il faut imaginer que c'est son player, là, ça devient un objet. Donc, X, c'est une variable de cet objet, un paramètre de cet objet. On y aura accès par player.x, donc .x. Et, alors que dans un dictionnaire classique, ce serait player entre crochets x. Bon, x, 128 par 128. Donc théoriquement, le milieu, c'est 64. Jusque-là, si je veux qu'il soit au milieu, mon personnage. Sauf que n'oublions pas que l'image, c'est du 8 par 8 pixels. Ce qui veut dire que le 0,0 est là. Donc je vais prendre celui-là. Le 0,0 de l'image, bon là ça commence x à 8 parce que ça part de là. Hein. Là c'est 0,0, on est d'accord. Et donc en bas à droite c'est 8, 7, 7. Ça commence de 0,0 à 7, 7. Donc le centre de cette image, globalement, c'est 4, 4. Donc il faudrait faire, si on veut être vraiment rigoureux, x c'est 64, mais on va le laisser comme ça pour l'instant et vous allez voir. Je mets un séparateur, donc une virgule, y égale 64. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de quoi? Du numéro du sprite peut-être. Donc je vais l'appeler SP par exemple. On va commencer à 1. Donc même s'il y a marqué 001, c'est 1. Donc c'est le sprite 1, 2, 3, etc. Et donc vous avez de quoi faire pas mal de sprites et vous allez voir que c'est fait.
Le dernier, bon, pour l'instant, on va peut-être se limiter à ça. Ça devrait nous suffire. Est-ce qu'on va changer de côté? Ouais, on verra après. Si on fait facing left ou right, ça peut être intéressant. Ouais, on va le rajouter. Je vais rajouter facing. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Non, on va le faire après. On va voir. Donc le dernier élément, on met pas de virgule, hein, parce qu'il n'y en a pas d'autres après. On pourra en mettre CTRL S. Donc ça y est, j'ai mon joueur qui est initialisé. Bon, à aucun moment il est dessiné. Hein. C'est-à-dire, si je le lance là, il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Si je veux dessiner mon joueur maintenant, je vais dans Draw et après Clear Screen. Clear Screen, ça va 30 fois par seconde dans ce cas-là. Ça va, je le remets au centre, ça va effacer comme un tableau. Hein, ça, vous effacez l'ensemble de l'écran. Donc si vous dessinez avant d'effacer, forcément vous ne verrez rien. Donc Clear Screen, c'est toujours en haut de Draw. Ensuite, je veux afficher mon player. Alors pour ça, je vais afficher un sprite. SPR, on verra qu'après on va le faire autrement, mais c'est pour commencer. Alors comment je fais? Un SPR, ça prend plusieurs arguments. Le premier, c'est le numéro du sprite. Le deuxième, c'est la position X. Troisième, position Y. Bon, pas très compliqué parce qu'on les a là. Alors, vous allez voir comment ça s'écrit. Player.sp, ça c'est le numéro du sprite. Player.x. Player.y. Si jamais vous vous en rappelez plus, rappelez-vous qu'il y a, vous allez dans SP, dans S, dans l'API, vous cherchez SPR, et voilà, ça vous dit tout ce que vous pouvez mettre. Et même, vous voyez que vous pouvez les flipper, changer l'orientation. Donc de base, le numéro du sprite, et après tous les autres sont... c'est des arguments facultatifs, puisque si vous ne remplissez pas, ça, de base, ça ira en 0, 0, la position. Donc X coordonnées, Y, largeur, hauteur, et est-ce qu'on veut faire un flip en X, flip Y, vrai ou faux? Ça, je ne sais pas si on... oui, on l'utilisera peut-être. Je reviens sur Pico. Hop. Ensuite... si je le lance, regardez, j'ai mon personnage en plein milieu. Pas tout à fait en plein milieu, puisque vous rappelez-vous que c'est le point 0, 0 du personnage qui est au milieu, c'est-à-dire ce point-là. Donc moi, je veux ce point-là. Donc il faut que je décale de 4 pixels et de 4 pixels, en X et en Y. Donc en fait, il va falloir que je soustrais de 4. Et là, il est bien centré, normalement. Animons-le, ce personnage. Et là, on va faire un petit truc différent. C'est que plutôt que le faire à la boin, on peut, hein, directement dans le update, on va utiliser ces deux onglets pour d'abord faire une fonction player update et une fonction player draw. Ça va être beaucoup plus propre. Donc, fonction player update. Donc ces fonctions-là, parce qu'on peut les créer nous-mêmes, hein, bien sûr, c'est des fonctions que je crée de toutes pièces. La fonction draw, update et init, c'est des fonctions essentielles au jeu. Ça, vous ne pouvez pas les changer. Après, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc player update, je vais le copier pour le mettre dans le update ici. Comme ça, je ne l'oublie pas. Et plutôt que faire ça, je vais faire CTRL X. Et là, je vais marquer player underscore draw. Ah. Et dans l'onglet draw, je vais créer ma fonction player underscore draw tiré du 8 avec un end à la fin et je colle. On va changer les trucs là aussi. Je reviens dans l'update. Ce que j'aimerais, c'est qu'au cours du temps, l'image change. Si je veux une animation, c'est passer de l'image 1 à l'image 6 et revenir à l'image 1, etc., etc. Mais tous les combien? On va voir.
Alors, je peux le faire dans init ou même avant, ça dépend. Je peux très bien déclarer une variable avant le init. La différence, c'est que quand vous relancerez une partie, ce qui est avant le init ne se relancera pas. Donc, ce qui est avant le init ne se lancera qu'au premier démarrage de la cartouche. Si le joueur fait réessayer votre jeu, normalement, ça ne se lancera pas. Je peux dire une bêtise, mais je pense pas. Donc, nous, on va le mettre dans init. D'ailleurs, oui, non, je vais le mettre après. On va faire une variable temps, donc t, qui va être égale à 0. Et dans update, ce temps, hop, plus égal 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Plus égal 1. C'est-à-dire, je vais lui ajouter 1. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas en Lua, normalement. En Python, ça y est. En Lua, ça n'existe pas. Cette incrémentation de plus égal. Normalement, en Lua, on doit faire obligatoirement t égale t plus 1. C'est-à-dire, j'ajoute, excusez-moi, j'ai mis la majuscule, classique. T égale t plus 1, c'est-à-dire chaque tour de boucle, 30 fois par seconde, j'ajoute 1 à t. C'est-à-dire toutes les secondes, t va être égal à t plus 30. En Lua, normalement, c'est comme ça. Pico permet un peu de faire une incrémentation pythonesque avec plus égal, et c'est plutôt cool. Donc t plus égal 1. C'est-à-dire chaque tour de boucle, t va être égal à plus 1. Et ça, je peux m'en servir. C'est une variable, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de le faire en Lua, en Pico, avant de passer à Happy Game, repasser à Happy Game de manière pro. C'est que ça, c'est une variable globale, maintenant. C'est-à-dire que en Python, si je la déclare avant et que je veux l'utiliser dans une fonction, par exemple ici, il faut que je la mette en paramètre. Là, c'est pas besoin, parce que de base, c'est une variable globale. Il n'y a pas besoin de le préciser. En revanche, quand on va utiliser des variables locales propres à une fonction donnée, il faudra indiquer local. En Python, c'est systématique. Il faudrait préciser global. Vous allez le voir un peu plus tard, peut-être pas dans la première vidéo. Mais... Donc, le t, on y a accès là. Donc, c'est plutôt cool parce que ce qu'on peut faire, t va augmenter, on sait, 30 fois par seconde. Donc, nous, notre idée, c'est de changer le sprite, donc passer de SP1 à SP2 à SP3 jusqu'à SP6 au cours du temps. Donc, c'est cette valeur-là qu'on veut changer dans un premier temps. J'aurais très bien pu le faire dans Andro, hein, mais je préfère le faire dans Update, c'est là qu'on fait les calculs, en principe. Mais dans Andro, ça marchait aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est si le temps est supérieur, imaginons qu'on va faire l'animation toutes les, je sais pas, 15 frames. Donc, une animation toutes les 15 frames, ça fait une demi-seconde. Ça risque d'être un peu lent comme animation. Wow, je sais pas. Si t est supérieur à 10, voilà. Toutes les 10 frames. Le problème, je peux faire ça, hein, ça marcherait. If, donc en Python, on mettrait 2 points. On est d'accord. L'UA, c'est zen. Alors, qu'est-ce que je fais? Et un bloc se termine par end. Le problème, c'est que t, ok, il va être égal à 10 une fois, mais après ça va faire 11, 12, 13, on ne reviendra plus. Donc je peux très bien indiquer t égale 0, c'est-à-dire je réinitialise t, ça marcherait. Mais c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que l'idée c'est que t c'est une variable globale. Et on ne veut pas forcément qu'une fonction propre à un joueur modifie cette variable globale qui peut servir et qui va servir dans d'autres fonctions. C'est là où on va utiliser le modulo. Donc je vais mettre des parenthèses. Et on va dire si t modulo 10 égale, donc double égal, hein, la comparaison, 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le modulo fonctionne comme une horloge. Hein, pour ceux qui ne savent pas, donc une horloge, c'est un modulo 12. C'est-à-dire l'aiguille, petite ou grande, quand elle a fait un tour du cadran, elle revient à 0. C'est un modulo 12.
Donc, imaginez un cadran, si je fais modulo 10, c'est-à-dire t va, au bout de 10 frames, ça va revenir à 0. En fait, on ne va pas modifier. T va continuer 11, 12, 13, etc. Mais le modulo 10 de t va nous donner, je vous ferai un petit schéma la prochaine fois si ce n'est pas trop clair. Mais globalement, tant qu'on n'est pas à 10, bah, on a la bonne valeur. Un modulo 10, c'est 1, 2, 3, etc. Comme dans une horloge. Si on dépasse les 10, si on arrive à 10, 10 modulo 10 déjà, ça fait 0. 11, pardon, je pensais à l'horloge. 11 modulo 10, ça va faire 1. 12, etc., etc. 21 modulo 10, ça va faire 1. À chaque fois qu'il y a 10 de plus, on revient à 0 en fait. Ce qui fait que le t n'est pas modifié, il va continuer à augmenter au cours du temps, c'est pas trop grave. Enfin, on verra que ça peut l'être, parce qu'au bout d'un moment, si le jeu dure longtemps, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est un bon moyen de savoir depuis combien de temps on joue, par exemple. Et on peut le réinitialiser au bout d'un certain temps, hein. C'est pas un souci, ça. Mais en tout cas, on ne modifie pas ça. C'est-à-dire, si cette valeur-là est égale à 0, c'est-à-dire globalement, vu que ça prend 1 toutes les 10 frames, bah, rajoute-moi 1 au sprite. Donc, player, pour avoir accès au sprite, c'est player.sp, hein, je vous rappelle, sp, plus égale 1. Mais là encore, si je fais ça, le problème, je reviens ici, c'est que, ok, je commence par 1 au départ, parce que je l'ai indiqué dans le code, pas de souci. Mais une fois arrivé là, après ça va me faire des... Ça va me faire 6, 7, 8. Donc là aussi, on comprend qu'on va faire un modulo. Le problème, c'est que si on fait un modulo avec 6, modulo 6 par exemple, quand on a 7 en l'occurrence, quand on arrive à 7, ça va revenir à 0. Poum, on arrive là. Et pas là. Donc il faut ajouter 1. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est ici, c'est faire player. Du coup, on ne va pas tout à fait le faire comme ça. On va faire, là, on va être obligé de le faire un peu de cette façon-là. Player.sp plus 1. Et pour être sûr que ça ne dépasse pas les 7, on fait modulo 7, parce que modulo 7, ça revient à 0. Mais problème, c'est que 0, on n'en veut pas, donc il faut décaler à 1. Ok, je mets plus 1. Je mets un espace exprès. Hein. Vous pouvez aussi mettre des parenthèses. Hein. Franchement, ce n'est pas nécessaire, mais on peut. Après, ça va faire beaucoup. Et du coup, je peux... Voilà. Je rajoute 1 après ça. C'est-à-dire que ça fait une boucle entre 0 et 6. Et comme je mets 1, c'est pour ça que le premier sprite, en fait, je ne vais pas le mettre à 1, mais je vais le mettre à 0, puisque vu que j'ajoute 1, bah, les 10 premières frames, player sp va être égal à player sp, donc 0 plus 1 modulo 7, ça fait 1. Non, je vais mettre le... Voilà. Ah oui. Ah non. Voilà. Bon, ça va faire ça. Donc, les 10 premières frames, on va se retrouver avec l'image 2. C'est pas trop grave. Il faudrait que je mette moins 1, sinon, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a bien un moment où ça reviendra à 0, donc ça marchera. Oui, forcément, forcément. Ça marchera. Quand ça arrivera à 7, ce sera 0. Ok. Donc là, on devrait être à peu près bon. Je m'embrouille tout seul. Allez, c'est parti. Donc maintenant, la partie update est faite. On va voir, hein. Peut-être que je me suis planté. Déjà, je lance... Ouh, ça marche presque. C'est lent, mais ça marche presque. On voit qu'il y a un décalage de 1. Donc je me suis trompé. Ça doit être modulo 6. Voilà. Sauf qu'au départ, vous voyez, hop, ça prend le 0. Donc c'est pas terrible. Donc je vais rester à modulo 7 et je vais remettre le sprite à 1 ici. Non plus.
Bah, on va faire tant pis modulo 6. Comme j'ajoute 1 à la fin, ça devrait marcher. Voilà. Donc là, ça, il manque une frame là. Ouais. Donc ça, je... 1, 2, 3, 4, 1. Ouais, il manque une frame. Il manque une frame. Il manque cette frame là. C'est logique que je fais un modulo 6. Donc il faut bien le modulo 7. Le problème, c'est que c'est ce plus 1 qui gêne. Et si j'enlève? C'est pas foufou. Ah oui, c'est parce qu'il y a des parenthèses. Pas mal, pas mal. Ça fait un cran de trop parce qu'il y a le modulo 7. Je vais faire plus 1, donc c'est vraiment... Voilà, non, non, j'ai compris. Alors, on va pas le faire comme ça, on va faire juste... Donc, player plus égal 1. Donc, le sprite prend 1 à chaque fois. Le problème, c'est que, bien entendu, quand il va arriver là, ça va devenir vide. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, 3, 1. Hop, et après, il disparaît forcément, puisque les sprites... D'ailleurs, on peut faire un print pour vous montrer. Donc ici, pour afficher du texte, c'est très simple. Dans Draw, vous faites print le texte. Dans ce cas, je vais faire player.sp et je donne une position de 10 par 10. Je peux même mettre une couleur. De base, ça sera blanc. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez les sprites. Forcément, ça dépasse. Ça dépasse. Donc, c'est pas foufou. Parce que forcément, là, on n'a pas décidé. Donc, une fois arrivé à 6, le 7e, on veut que ça revienne à 1, pas à 0. Donc, le modulo, là, il pose un peu problème. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En bidouillant, c'est pas très compliqué. Donc, soit on peut dire, si player SP est supérieur, on va le faire comme ça dans un premier temps. Mais le modulo, vu que je vous l'ai montré là, je vous montre l'autre manière de faire. Si player.sp est supérieur à 6, c'est ça, hein, 6, c'est l'autre manière de faire. Donc il y en a forcément qui peuvent marquer en commentaire, mais pourquoi tu fais pas le modulo? Ben, il est là, hein, vous pouvez faire pareil, ça marche. C'est juste pour vous montrer les deux façons. Ben, je réinitialise player sp à 1. Et là maintenant, c'est lent. L'animation est beaucoup trop lente, mais vous avez une animation d'un personnage. Plus ou moins bien faite, mais... Et vous voyez que les sprites... je ne sais pas si vous voyez là, en haut à gauche, vont bien de 1 à 6. Donc super, ça marche. Si vous voulez accélérer le mouvement, vous faites, vous diminuez le modulo, et là on va accélérer le mouvement par 2. Hop. Même un peu plus rapide. Hein. Voilà. On va dire que c'est bon. On va le faire bouger. On va le faire bouger avec une petite ombre derrière. Alors la petite ombre, on ne va pas se casser la tête. Dans le update aussi, on va faire ça. L'ombre, tout ce qu'on va lui dire, on va dessiner un sprite directement là. Le print, je vais le laisser. Donc je vais juste dessiner un sprite et je vais dessiner une ombre. Alors il faut qu'elle soit par là, donc je vais la dessiner sur le sprite 7. Il faut qu'elle soit plus foncée, ça va être dur, que ça. C'est bien, si bien le fond. Hein. Ah non, non, oui, si, c'est ça. Ben, je vais prendre celui-là. Ça risque d'être très foncé, mais... et on va dessiner, par exemple, ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Par exemple, comme ça. Et je vais le mettre à la position du personnage en le descendant un petit peu. Donc ça va être l'ombre du personnage.
Ce sera peut-être pas terrible, mais... Donc, c'est le sprite set. Et la position, c'est player. Globalement, hein, il faut que ça suive toujours player.x et player.y. Problème, c'est que là, vous allez voir que le sprite va se dessiner par-dessus. Forcément, puisque il s'affiche après. C'est dans l'ordre d'affichage. D'abord, j'efface, je dessine le personnage, l'ombre, etc., etc. Donc, c'est très simple. Il suffit de dessiner, de mettre l'ombre dessus. Et là, c'est derrière. C'est pas fou, il faudrait le descendre un petit peu. Hein. On est d'accord, je pense. C'est pas terrible. Et en plus, ça serait mieux inversé, en fait. Maintenant que j'y pense. C'est-à-dire faire ça, comme ça. On va voir ce que ça donne. Juste... Ouais. Je vais enlever ça. Je vais le décaler. Si je fais... Voilà. Et je vais faire ça. On va dire que c'est l'ombre du personnage. Et on va pas l'animer. On pourrait l'animer, mais... Et globalement, c'est pas mal. Elle est bien centrée, mais je voudrais la descendre un peu. Bah, c'est rien de plus simple. On va la descendre d'un pixel. Il suffit de faire player.y plus 1. Et ça descend d'un pixel. Ouais. D'accord. Pourquoi pas. Bon. Allez, ouais, non, je vais pas l'animer. J'ai tendance... Je vais supprimer ça et ça. Voilà, on va dire que c'est bon. On va l'animer maintenant un petit peu. Je vais le monter d'un pixel et je vais tester ça. Non, c'est pas fou ça. C'est pas fou. Ouais, vous voyez, rien qu'avec du 8 par 8 pixels, on peut y passer beaucoup de temps. Et si je gardais ça et que je décalais de... je faisais ça par exemple. J'enlève celui-là. Bon, on va dire que c'est bon. On va pas rien que du 8 pixels, c'est en fait. Et d'ailleurs, si je veux faire un truc... je sais pas si j'aurai des couleurs plus foncées. Non, je ne vais pas pouvoir. Donc je vais rester comme ça. On pourrait par exemple faire une couleur plus claire là. On va tenter de faire plus clair là. Juste histoire de le rendre un peu plus sympa. Et puis c'est rigolo. Et là, on va assombrir, puisqu'il est, on va dire que c'est l'ombre. C'est pas vraiment plus sombre, mais on va dire que c'est plus sombre. Voilà, j'ai mon petit personnage. Il est prêt, super. Alors maintenant qu'on a ça, on va le faire bouger et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc pour le faire bouger, je vais revenir dans le update. Donc dans Draw, j'ai mon player Draw. Et d'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est que ce SPR hein, là, puisque c'est une ombre et qui est fixée au personnage, je pourrais très bien la mettre avant l'affichage du personnage. Comme ça, c'est plus propre. Ça revient au même. Et c'est quand même beaucoup plus propre d'un point de vue visuel dans le main. Là. Hop. Donc, j'ai player que je peux mettre en une ligne et T0. OK. On le fait bouger et on arrête là. Vous allez voir que c'est très simple. Donc là, c'est pour l'animation. Donc j'aime pas trop mettre des commentaires. Je pourrais vous le laisser à la limite. Hein. Je vous laisserai le point P8 en lien. Je vais voir. Oui, je devrais pouvoir. Je vais marquer animation. Animation. Pour l'instant, c'est idle. Je vais marquer. Donc, qui bouge pas. Ouais, animation, parce qu'on va pas en faire d'autres. Voilà. Et là, on va faire mouvement. Hop, petite coupure, désolé, ça avait sonné chez moi, je reviens vers vous. Donc on en était au mouvement. If, et là on a deux possibilités, BTN pour bouton, button, ou BTNP pour button press. BTNP, c'est lorsque j'appuie, j'ai beau laisser appuyer, c'est au moment où j'appuie qu'il y aura une seule action. Donc
il faudra que j'appuie plein de fois si je veux le faire bouger, le personnage de 1 pixel ou 2 pixels à chaque fois. C'est très bien par exemple pour les attaques, mais c'est pas bien pour les mouvements. Par contre, BTN, quand je laisse le bouton appuyé, ça prend, à chaque frame, ça le prend en compte. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc si BTN est là, bah, il faut trouver le numéro du bouton. Ils y sont là. 0, 1, 2, 3. Vous voyez, ça c'est un contrôleur de base. On verra plus tard qu'on peut utiliser le clavier aussi. D'ailleurs, là, on va le faire avec le clavier, mais voilà. Ça, c'est les touches, il faut les trouver. Alors, plutôt que d'utiliser 0, 1, moi, ça ne me parle pas trop. Ce qu'on peut faire, c'est droite, en anglais, c'est right. Et si je, donc R, et si je fais Shift R, ça me met l'icône du bouton droit, ce qui est plutôt cool. Donc, si j'appuie sur le bouton droit, Zen, donc en Python, ce serait 2 points, on est d'accord. Je mets le AND. On va voir qu'on peut aller même plus vite que ça, normalement. C'est-à-dire, je ne suis même pas obligé. S'il n'y a qu'une ligne, je ne suis pas obligé de faire ça, normalement. Si je ne me trompe pas. Dans ce cas, je vais le déplacer vers la droite. Donc, player.x plus égal 2, par exemple. On va voir. Non, il veut vraiment le zen. Il veut vraiment le zen. Bon, if. Donc, je vais le faire en plusieurs lignes. Hop. Avec le end, de toute façon, pour apprendre, c'est mieux. Voilà. Et là, il bouge. Ouh, super. Il va, ouais, on va le faire bouger que de 1. Voilà. Il bouge. Maintenant, on va faire pareil avec le bouton gauche, etc., etc. Donc, je vais faire du copier-coller. Il y en a qui vont m'engueuler parce que je fais du copier-coller. Mais je sais. Alors, on va voir qu'il y a les meilleures méthodes. Hein, et si vous allez dans l'API, vous allez dans B. Vous regardez BTN et vous aurez des exemples avec des codes if BTN, et là vous voyez qu'il n'y a pas besoin, si vous mettez des parenthèses en fait, il n'y a pas besoin de mettre de zen et compagnie. Donc, ça peut vous faire gagner du temps. Mais là c'est des blocs de code. Comme on a la place, je le fais. Voilà, c'est tout. Donc on va changer, là c'est left, ou shift L, et là je vais faire moins égal 1. Ensuite, O, c'est up, Shift U, Y, et là, attention, ça va être négatif, parce que pour monter, c'est positif vers le bas. Et là, ça va être Y aussi, et vers D, down, vers le bas. Et nous avons notre personnage qui bouge dans toutes les directions. Si je veux qu'il aille plus vite, on voit que c'est pas super pratique, parce que là, il faut que je change à chaque fois. Et en plus, autre problème, c'est que si je vais en diagonale, il va plus vite, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Je termine juste avec ça. On va rajouter une vitesse. Donc par exemple, en principe on met des X, des Y, mais on va mettre vite, égale 2 par exemple, pour vitesse. Donc vous voyez que là j'ai mis une virgule parce que j'ai rajouté un élément. Ce qui est assez pratique. Et donc maintenant, j'y ai accès. Et là, je peux faire player.vite. Et je vais remplacer le 1 par ça. C'est-à-dire que si jamais ça ne me plaît pas, je peux le changer à tout moment. Ah, j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai mis vite. Voilà. Donc vous voyez, et voilà. Donc là, pareil, regardez en diagonale, ça va trop vite. Mais notre personnage, il bouge. Et c'est plutôt pas mal. Alors forcément, si on passe en 60, et je termine avec ça, 60 images par seconde, c'est plus fluide, mais il va bouger plus vite. Hein. Donc, d'où l'intérêt, là, j'ai juste à faire 1, par exemple, et c'est plus fluide, et il bouge bien. Après, ça pourrait être sympa de faire une ombre qui bouge avec le personnage. Hein. Mais... Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo d'introduction à Pico. Sauvegarder, et si vous voulez l'exporter, donc je fais échappe, CLS, folder, enfin pour le mettre sur une clé USB ou n'importe quoi, et vous l'avez là, hein, votre fichier, vous le prenez, et c'est pareil, quand vous voulez le mettre ailleurs, vous faites folder, vous faites un copier, vous le mettez à l'endroit où vous voulez l'ouvrir. Parce que de base, quand vous mettez Pico, le fichier des cartouches n'est pas à l'endroit où il y a Pico.
Il sera dans ces programmes, files ou un truc comme ça. C'est pas, je sais pas où exactement sous Windows. On peut le modifier. On verra ça dans une autre vidéo. Merci à tous. Ça me fait super plaisir de refaire une vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et si ça vous intéresse, j'en fais d'autres volontiers.